Bonjour et bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. Donc, au travers des interviews que vous allez retrouver sur notre plateforme YouTube et podcast, on veut vous informer des dernières avancées technologiques en santé pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. Donc, n'hésitez pas à partager nos podcasts, nos entrevues et visiter notre page Humain 360 pour être au courant des dernières avancées pour, encore une fois, vous aider, vous et votre entourage. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, très heureux dans le podcast Humain 360 de recevoir Philippe Brouillard de Vita Quantum. Fait que le Quantum, pour certains, hein, ça peut faire peur. Ben, on va démystifier un petit peu c'est quoi aujourd'hui ce fameux Quantum-là. Moi, j'ai eu le plaisir de lire son dernier livre, La vie repensée, puis ça m'a vraiment permis de mieux comprendre c'était quoi, puis de faire des liens avec plein de choses qu'on connaît dans la vie, mais qu'on sous-estime. Puis avant d'aller plus loin, Philippe, je veux commencer par juste s'assurer que les gens sachent que le 31 janvier, 1er février, c'est le Congrès de la santé intégrative 2025. Donc, on rassemble au-dessus de 600 professionnels de la santé, des professionnels de tous les milieux. On a 20 conférenciers, on a des panélistes cette année, des ateliers d'un 5 à 7, un documentaire même en cinéma le vendredi soir. Bref, l'événement qui va rassembler le plus de professionnels de la santé dans le but de collaborer ensemble pour créer de la santé au Québec enfin. Oui, continuer à faire des bons soins, mais au-delà de soigner, redonnons le pouvoir à l'humain sur sa santé. Donc, le Congrès de la santé intégrative est là pour ça. Humain 360, qui est une plateforme d'éducation aussi à la santé, est là pour ça. Donc, on vous invite à aller vous inscrire le plus rapidement possible au Congrès de la santé intégrative. D'ailleurs, Philippe, tu étais parmi nous l'année passée pour le premier congrès, tu étais conférencier avec Natacha, avec ton père. Tu peux-tu nous résumer un petit peu, c'était quoi c'est quoi l'expérience que tu as vécue? Ben, j'ai adoré mon expérience, hein, puis j'en ai même fait une vidéo pour vous partager mon expérience, parce que je pense que quand on vit quelque chose de bon, c'est bon de le partager et non de le garder pour soi. Mais c'était intéressant parce que c'était pas juste des professionnels de la santé, le public aussi était là un peu. Et donc, ça nous a permis aussi de connecter avec d'autres gens que souvent on n'a pas la chance de rencontrer. Hein? Ben, surtout moi actuellement, parce que j'habite plus au Québec, mais même de voir ces gens-là, j'ai rencontré des gens vraiment fascinants, autant dans les conférenciers que des gens du public, autant professionnels de la santé et non professionnels de la santé. Fait que c'est vraiment un beau rassemblement et je pense que 600 personnes, c'est pas assez. Je pense qu'on a besoin beaucoup de ça. Et de ce que tu disais, c'est un peu dans le mouvement que je travaille, c'est à propos de démocratiser la santé. Quand on démocratise la santé, parce qu'on prend soin de notre santé, on prend des actions pour. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'un système parce qu'on devient, nous, la source de ça. Et ce genre de conférence-là, ça nous redonne un peu de la puissance par rapport à hey, qu'est-ce qui peut être fait pour ma santé? Et donc, c'est de former d'autres professionnels, mais c'est aussi de soi comme patient, comme client, de prendre responsabilité de sa santé, puis il n'y a rien de plus important. Et je pense que c'est un super congrès pour se sentir sensibilisé puis rencontrer d'autres professionnels qui ont cette conversation-là. Et j'ai pas senti qu'il y avait comme moi je suis professionnel puis moi je suis client. Tout le monde était ensemble, on était tous en train de converser. Il n'y avait pas de division ou de. C'était vraiment très intrusif et pas intrusif, intégratif. Hein? En même temps, on s'était intégrés. Et donc, tout le monde était intégré dans ce sens-là. Puis c'est drôle parce que la majorité des gens qui sont venus, puis autant à nos événements qui sont les sommets qu'au congrès, on est sortis de là, puis c'est comme si on vibrait, on a senti les gens sont sortis de là avec une énergie quand on est reparti, on était comme, il y a quelque chose qui s'est passé pendant cet événement-là, puis là, je lisais ton livre, La vie repensée, puis je me suis dit comme, oh, il y a un lien là avec ce qui se passe dans l'énergie de quand on a plein de gens qui viennent avec une bonne intention justement, puis venir en mode ouverture, en mode partage, en mode création. Ça crée une énergie qui est contagieuse. Hein, souvent, on le dit comme ça,
Mais là, scientifiquement, on commence à être capable de l'expliquer finalement, cette fameuse énergie-là. Ouais, Peux-tu nous amener tranquillement à ouais, ben, comment on est capable d'expliquer ça? fait que si je te donne l'exemple la plus intense de connexion, c'est la mère qui a porté son enfant pendant 9 mois. Puis après ça, ben, elle est collée avec. Là, souvent, l'allaitement peut durer quand même. Fait qu'il y a une connexion qui se crée vraiment intense entre ces deux personnes-là. Puis on sait que souvent, la mère, elle ressent des choses même si l'enfant n'est pas là. Sinon, l'exemple le plus loin, ben, c'est les jumeaux identiques. Eux autres, ils ont été encore plus. Et donc, c'est comme l'expérience qu'on voit en physique quantique, qui a été une des premières expériences en 1935, je me rappelle bien, par Einstein et deux autres personnes. Et ils ont pris deux électrons qu'ils ont mis ensemble. Fait qu'ils ont fait connecter, ils ont fait coller. Et à ce moment, quand ils ont distancé, ben, ce qu'ils faisaient à un, l'autre le recevait automatiquement, instantanément. Donc, il y a eu cette corrélation qui s'est faite. On va dire que c'est un entrelancement quantique ou une imbrication quantique. Et à ce moment-là, c'est un peu la même chose. Quand on fait des choses puis on se connecte ensemble, il y a quelque chose qui se crée énergétiquement. Puis on n'a pas besoin d'avoir un signal comme un Wi-Fi ou un fil pour que ça fonctionne. C'est tout de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend aussi en physique quantique. En réalité, la matière n'existe pratiquement pas. Elle est 0,00001%, même si la table paraît bien dure, mais c'est plus du vide que d'autres choses. C'est ce qui fait que c'est une table qui est dure, c'est l'énergie qui la maintient ensemble. Donc, c'est cette énergie-là qui nous connecte aussi ensemble. On commence à comprendre ce que, par exemple, l'hindouisme ou le bouddhisme nous disait ça déjà depuis des années, depuis des milliers d'années. Là, on commence à comprendre scientifiquement ces concepts-là qu'on sait intuitivement. On sait quand on se tient plus souvent avec les mêmes personnes, on développe un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes choses. On devient un peu comme ces gens-là. On connaît ces choses-là, mais de le comprendre, ça nous amène à un autre niveau aujourd'hui. On a cette Ouais, capacité-là avec le monde quantique. moi, c'est drôle parce que, bon, après avoir lu ton livre, justement, on vit plein de choses que des fois, on l'explique mal dans notre quotidien. Puis, je lis un livre avec mon garçon, puis c'est un livre sur les souris. Puis, ça dit que les souris sont empathiques. Fait que quand il y en a une exemple, qui va souffrir, ben l'autre va se mettre à souffrir aussi. Tu dis, c'est de l'empathie ou c'est que. Mm. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui se partage dans toutes les choses vivantes. Ouais. On regarde au niveau de la nature aussi, on le sait que dans une forêt, s'il y a un arbre qui se fait attaquer, ben, il y a un signal chimique qui est envoyé à la forêt pour commencer à faire des anticorps, un petit peu comme l'humain, on sent un virus, un vaccin, c'est ça, on crée des anticorps par une attaque, mais comme la connexion à tout ça, on l'explique mal, mais là, avec justement cette fameuse science quantique-là, on commence à l'expliquer. Puis, tu peux-tu justement faire la différence? J'ai beaucoup aimé les espèces de nuances entre la science newtonienne puis la science quantique. Comment on peut jouer entre ces deux-là? OK. Fait que le newtonien, c'est pas mal tout ce qu'on a appris à l'école, au secondaire, au cégep. Puis si vous êtes allé en sciences plus loin, ben, c'est la physique newtonienne, c'est la physique matérielle. Fait que la grande différence dans la physique matérielle, on va dire que tout est de la matière. Et donc, si tout est de la matière, ben, c'est pour faire bouger, par exemple, mon téléphone, mais ça y prend une certaine force pour qu'il bouge. Donc, il y a tout le temps besoin d'une cause à effet aussi. Mais là, comme je disais tantôt, on s'aperçoit que finalement, la matière n'existe pratiquement pas à comparer de l'énergie. Et donc là, on a déjà un premier problème. Si tout est de la matière, mais en réalité, on s'aperçoit que pas tout est de la matière, ben, on a-tu des problèmes face à cette réalité-là? Là, ça commence à être première des choses. Après ça, ils vont dire que tout est déterminé à un endroit spécifique dans l'espace, ainsi de suite. Et on est arrivé avec une autre chose que finalement, tout est imprévisible. Mais on sait que dans notre vie, en réalité, est-ce qu'on est prévisible ou on est déterminé? Ben, déterminé, prévisible ou on est indéterminé, imprévisible? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en quantique, tout est de la probabilité. Et donc, si on va dire, bon, JC, lui, on le connaît, il est comme ça, il agit tout le temps de la même façon, il est programmé, il est déterminé jusqu'à une certaine limite, mais il a tout le temps quand même une capacité d'être indéterminé. Mais en même temps, on réagit tout le temps de la même façon. Et donc, on devient même comme être humain d'agir de façon newtonienne, un peu comme robotique, parce qu'on fait les mêmes choses, on a les mêmes routines, on a les mêmes habitudes. Automatique. Fait qu'on devient un peu automatique, robotisé, fait qu'on devient déterminé, prévisible.
Mais en réalité, on perd tout le monde de possibilités qu'est la physique quantique. Tout est possible dans le quantique, sauf que nos conditionnements nous déterminent que finalement, on n'a plus grand choix. Puis quand par exemple, on ferait la planification du mai 360 en 2025, bien, ils vont juste penser à ce qui est possible dans leur réalité à eux. Ils n'iront pas plus loin que ça. Parce que ce qui est plus loin, c'est indéterminé, c'est imprévisible, c'est dangereux. Et donc, on n'aime mieux pas y croire, puis on n'y croit pas de toute façon. Fait qu'on vit souvent des vies très, très simples, très déterminées, très newtoniennes. C'est juste du cause à effet. Et là, on ne vit pas de transformation extraordinaire en général. Ça peut arriver, mais dans des moments d'imprévisible, normalement, qu'on va y faire vivre. Mais on ne veut pas aller là. Parce que c'est dans des moments. Oui, c'est ça, c'est des moments de crise, ces moments imprévisibles-là. Hein? C'est la maladie, c'est le cancer, c'est là finalement que mon quotidien, là, il n'est plus le même. Il y a quelque chose qui me sort de là, puis là, soudainement, mon monde fait que le but, c'est de ne pas se rendre là. Oui, effectivement. Puis si je donne tout le temps l'exemple de Sophie Rice, que tu connais très bien, qui a écrit Un cancer en cadeau, c'est que réaliser que dans la vie, il y a tout le temps quelque chose qui nous est envoyé, mais on ne l'écoute pas. Et donc, si on était un robot, ben, on peut prendre une pilule, on peut prendre quelque chose d'extérieur pour fixer le problème. Comme un auto, on va aller, on change une pièce, puis ça va fonctionner. Mais si on n'est pas juste du matériel, puis on est de l'énergie, changer une pièce pour une pièce, ça ne marche pas tellement bien. Tu sais, par exemple, il y a des études qui démontrent que quelqu'un qui vient de perdre son bras, mais il y a encore de la douleur à son bras, mais son bras n'est plus là. Ouais. Ça, c'est répertorié, là, très scientifique. Ouais. Là, tu te dis, attends une minute, là. La douleur est supposée être physique, mais le bras n'est plus là, mais la personne a encore mal. Fait quoi avec ça? On s'aperçoit que ce n'est pas juste un corps physique, mais qu'il y a un corps énergétique aussi qui est là. Fait que là, c'est du quantique versus le newtonien. Si on était vraiment newtonien, il n'y aurait pas de douleur. Une fois que tu enlèves le bras, c'est fini. Tu pourrais avoir de la douleur peut-être où est-ce que le bras a été coupé. Ça peut être réaliste, mais à la main, mais il n'y a plus de bras. C'est comme bizarre. Ça fait qu'il y a plein d'études dans ce sens-là qui nous amènent à comprendre que le monde est différent, mais non, il faut comprendre, on est encore juste un corps physique. Oui, c'est sûr que c'est. Puis, comme tu dis, il faut comprendre. Mon Dieu, de ne pas comprendre, là, c'est une des choses qui ressort de la vue repensée. C'est comme on peut-tu avoir le droit que la réponse, c'est je ne sais pas, puis c'est correct. Puis la science, c'est drôle hein, parce que souvent, quand tu te avec des scientifiques, il y a une chose qui est sûre avec la science, c'est qu'elle va finir que par se faire prouver qu'elle a tort à mener. L'histoire nous le démontre. Là, c'est comme voici tel fait. Ouais, attends un petit peu, c'est parce que tu n'avais pas encore cette donnée-là. C'est parce que tu n'avais pas encore cette donnée-là. C'est parce que tu n'avais pas encore cette donnée-là. C'est tout le temps comme ça, la science. Et la science, c'est de savoir que tu vas finir par avoir pas raison à quelque part, mais qu'avec les données actuelles, tu peux arriver à cette conclusion-là. Ouais. C'est un peu, j'avais la conversation cette semaine avec quelqu'un autour du doctorat, à cause que je finis mon doctorat prochainement en sciences quantiques. Un doctorat, c'est quoi? C'est un docteur en philosophie. Un PhD, c'est ça. Aujourd'hui, les PhD n'ont aucunement de philosophie. Philosophie, c'est de se questionner face aux choses. Et donc, si tu t'attardes juste à une réalité puis tu penses que c'est la réalité, tu es loin de philosophie. Fait que ça demande une grande ouverture d'esprit. Puis normalement, plus que ton diplôme est élevé, plus que tu en as, plus que tu es fermé d'esprit. Donc, un vrai philosophe est prêt à faire des erreurs, à peut-être questionner des choses qu'il pense qui est vrai aujourd'hui, mais qui vont être faux demain, comme tu disais. Mais en général, quand j'ai fait ma maîtrise, non, les gros doctorats, ils ont la réponse infuse, hein, c'est des consultants, mais pas nécessairement. Fait que c'est pas parce qu'on a un certain titre qu'on est meilleur que l'autre. On a peut-être une vision différente. On a peut-être des réalités différentes. Là, aujourd'hui, on commence à accepter et à prendre de plus en plus l'avantage de l'acupuncture dans les gros hôpitaux aux États-Unis, dans les centres de cancer, par exemple. Ils vont utiliser l'acupuncture. Quand l'acupuncture est arrivée au Québec, là, par exemple, dans les années 80, mon père était un des premiers médecins qui était acupuncteur. Il y en avait 3. Le Collège des médecins, ils ont assis, ils ont dit « C'est quoi cette affaire-là? » Ça fait des milliers d'années que ça existe, que ça fonctionne. Puis là, on commence à le réaccepter, puis on va dire que c'est une médecine alternative. C'est une médecine ancestrale. Fait que, tu sais, il faut remettre les choses en perspective. Puis, bon, fait que si on réalise qu'on est un corps physique, ben, est-ce qu'il faut se prendre en main énergétiquement, physiquement? T'sais, on ne dépend pas d'une chose extérieure. Puis même, par exemple, bon, problème de cœur, on change le cœur. OK, super, on a une technologie extraordinaire pour des accidents, pour des choses, c'est fou. Ouais. On change le cœur, puis la personne commence à avoir une nouvelle personnalité.
Hein. Là, la personne n'est plus pareille, elle est tout le temps en colère. Là, quand il s'aperçoit, c'est que la personne qui est morte, qui avait le cœur, était une personne qui était tout le temps en colère, qui était. Là, tu fais, hein? De transférer le cœur d'une personne à l'autre. Là, la personne a une nouvelle personnalité en partie à cause de ça. Là, elle se rappelle de des choses qui n'ont pas rapport avec sa vie, mais des choses de l'autre vie de la personne. Tu fais, attends une minute, là. Si on est juste un corps physique, rien de ça qui est possible. Non. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que quand tu commences à travailler dans le monde quantique puis tu penses que tu as compris quelque chose, c'est que tu n'as rien compris. C'est ça, c'est savoir qu'à un moment donné, tu vas avoir tort. Ouais. Ben, tu vas avoir tort, mais juste de dire que, par exemple, la table est vide, elle est dure. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu penses que la table est vide. Elle est dure, puis elle est pleine, mais ce n'est pas le cas. Es-tu capable de réaliser ça réellement? Tu sais, il y a une chose de le savoir consciemment. Ouais. Oui, ben c'est. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose, hein, tu sais, de comme, OK, la table, je veux bien, là. Je me concentre, c'est de l'énergie. Puis même moi, tu sais, souvent en méditant, je suis capable d'espèce d'oublier le corps physique, devient juste partie de l'espace, puis j'essaie de faire un avec mon environnement, puis comme l'air, elle passe au travers de moi. Finalement, tu sais, le courant d'air, il passe, tu sais, il y a quelque chose qui... Mais quand je regarde la table, j'ai beau me dire que c'est de l'énergie, puis que je pourrais mettre mon dos au travers, ça fonctionne pas. Donc, tu sais, comment on peut comprendre ça? Comment on peut intégrer ça dans notre quotidien pour comme être en équilibre et en paix avec ce concept-là? Oui, ben c'est intéressant parce que si on regarde le bouddhiste, Bouddha nous avait dit il y a 2500 ans, la plus grande source de souffrance, c'est la non-compréhension de la réalité dans laquelle on vit. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, plus que tu commences à investiguer cette réalité-là du quantique, on pourrait avoir cette même conversation-là 3 fois. Il y a des gens qui... J'ai sorti un cours dernièrement qui est un cours 101 qui dure à peu près 1h15 avec 3 vidéos avec des exercices. Il y a des gens qui me disent ça fait 3 fois que j'écoute le cours 1. Là. Je comprends des affaires que je n'avais pas compris la première fois parce que même si ça dure genre 25 minutes. Là. Ouais. Fait que, c'est pas parce que c'est compliqué, parce que c'est tellement en dehors de ce qu'on était habitué d'apprendre. C'est comme je te dis aujourd'hui, finalement, tu n'es pas un humain, tu es un alien. Attends une minute. JC, c'est un alien. C'est comme ça ne fait pas de sens. Dans notre monde à nous, c'est que c'est tellement en dehors de ce qu'on a appris, de ce qu'on a été conditionné. Fait que c'est comme aujourd'hui, je te tire le tapis en dessous des pieds, là, ta minute, là, il se passe quelque chose. Là. Fait que si je serais juste énergie, puis tout est énergie, à ce moment-là, est-ce que je suis capable de manifester des choses? Si au bout de la ligne, c'est tout de l'énergie? La réponse, c'est oui, il y en a qui le font. Par exemple, quand mon père était en Inde, je prends tout le temps cet exemple-là parce qu'il est assez frappant. C'est un maître hindouiste. Il matérialise des choses devant les gens, comme ça. Là, mon père, il a eu la chance de poser la question. Il dit, comment toi, tu es capable, puis moi, je ne suis pas capable. Je dis, moi, je sais que je suis Dieu, puis toi, tu ne le sais pas. Fait que, tu sais, en spiritualité, sûrement, tu as déjà entendu, on est toutes la même chose, on est tous Dieu, la source, la conscience, on dit qu'on est tout ça. OK, mais est-ce que tu vis comme ça? La réponse est non. Est-ce que tu le sais juste consciemment? Souvent, oui, mais comment ça s'applique dans ma vie? Ouais. C'est là qu'il faut arrêter de sortir juste du mental. Il faut aller dans l'expérience physique. Par exemple, si tu fais l'expérience d'être un avec des choses, là, tu fais « Oh, attends une minute ». Fait que les gens qui ont une expérience d'être un avec l'environnement, avec la nature, ils vont dire aussi que c'est des événements d'expériences chamaniques, des choses comme ça. Ça transforme la personne. Comme les gens qui ont des morts imminentes, la personne est décédée puis revient à elle, c'est le même genre d'expérience. Ça transforme la personne. Parce qu'ils ont saisi, ils ont réalisé, ils ont vécu quelque chose de différent. Juste dire, je vais m'asseoir, je vais méditer 20 minutes par jour, je vais essayer de me concentrer sur quelque chose. C'est bien, parce que tu vas augmenter ton focus, tu vas calmer ton mental, ces choses-là. Ouais. Mais tu es encore la même personne qui crée ta réalité, tu es juste plus calme. Fait que ce qu'on veut en physique quantique, c'est changer qui? L'observateur. Hein? Parce qu'on voit que c'est l'observateur qui crée, sans rentrer dans tous les détails, les études. Mais les études démontrent que c'est la personne qui observe avec une certaine conscience qui crée sa réalité. Fait que là, tu es stressé, peu importe avec quoi, avec le travail, avec l'argent, avec les enfants, peu importe. Là, tu vas voir ton professionnel, tu dis hey, je suis stressé. Médite. Ah, super. Il m'envoie méditer. Là, on sait que les études démontrent que la méditation a des bienfaits pour le stress. Super. Je médite.
Je me dis, quand tu vas arrêter de méditer, je ne sais pas quand tu vas être tanné. Là, quand tu vas être tanné, mais ton stress est encore là. Ta source de stress est encore là. Tu n'as pas changé comment tu vois la réalité. Mais on prend des super outils. Aujourd'hui, on en a tellement d'outils, mais on est plus malade et plus malheureux que jamais. C'est le paradoxe du progrès qui le démontre. Scientifiquement, connaissances, on a toutes les connaissances, la technologie, le confort, mais on est plus malade et plus malheureux que jamais. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris de ce qu'est la vie. Parce que si on avait compris c'était quoi la vie, on n'aurait pas ça. On investit des milliards à aller sur le Mars, sur le nouveau quantum computer, l'ordinateur quantique inimaginable qui fait des formules mathématiques en 5 minutes qui devraient prendre des milliers d'années. On n'est même pas capable d'être heureux en général. Il faut vraiment repenser la vie, comment on vit dans tout ça. T'sais. Ouais, le fait justement est-ce que plus je me fie à mes outils technologiques, plus je me repose sur j'ai besoin de ça pour mon travail, j'ai besoin de ça pour ma famille, j'ai besoin de ça. Est-ce que plus je m'appuie sur ces outils-là, plus je m'éloigne du bonheur et de la vie? À quelque part, oui. C'est quoi le but de la vie? Est-ce qu'on se pose la question? T'sais, on se fait dire quand on est jeune par nos parents, il faut que tu sois bon à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu aies un bon diplôme. Ah, puis là, pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies un bon travail. Pourquoi? Parce que ça te prend de l'argent pour avoir une belle qualité de vie. Fait qu'on a été matelé que le but de la vie, c'est de faire plus, d'accomplir plus, d'avoir plus pour être un jour heureux. Tu sais, Natacha, ma femme, elle faisait une conférence ce matin. Elle raconte tout le temps cette histoire-là dans sa conférence, puis j'adore cette conférence. Fait que c'est un petit monsieur au Mexique qui est pêcheur, il ramasse ses poissons, ça lui prend 1 heure, après ça, il s'en va sur le bord de la plage, il relaxe. Puis il y a un monsieur américain qui vient avec son gros diplôme d'Harvard, il dit combien de temps ça t'a pris faire tes poissons? Hein? Ah, il dit, ça a juste pris 1 heure. Ah, mais là, si tu travaillerais 8 heures par jour, tu ramasserais beaucoup de poissons, tu pourrais vendre plus de poissons. Ouais, pourquoi? Ben là, tu ferais plus d'argent, tu pourrais t'acheter un plus gros bateau, tu pourrais ramasser plus de bateaux, il y a plus de poissons, plus d'argent. OK, puis après, ah ben là, tu pourrais t'acheter plusieurs bateaux, avoir plus d'employés, avoir plus de poissons, faire plus d'argent. OK, ouais. Puis pourquoi? Ah ben là, tu pourrais après ça avoir une assez grosse entreprise que tu pourrais la mettre à la bourse puis là, devenir millionnaire. OK, pourquoi? Ah ben là, après ça, quand tu vas avoir ta retraite, tu vas pouvoir aller sur le bord de la plage puis relaxer. Puis... C'est un peu ça, la vie, tu sais. On ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'on veut plus tard. Pourquoi qu'on ne le viderait pas aujourd'hui? On vit dans le processus inversé. On est à propos de faire pour avoir, pour être au jour heureux. Fait que faire quoi? Faire un travail pour avoir de l'argent, pour s'acheter quelque chose qui va nous rendre heureux. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas heureux aujourd'hui? Pour faire les choses différemment, pour avoir une vie complètement différente. Mais on est tellement pris dans cette course effrénée, comme la petite souris qui tourne, finalement, elle va nulle part, elle s'essouffle. Puis pour moi, c'est la plus grande source d'anxiété, de dépression. On court vers quelque chose qu'on n'atteindra jamais. C'est essoufflant, non? Je pose souvent la question au groupe avec qui je travaille, puis aux clients. Je dis, bon, il y en a qui vont très bien, il y en a qui vont moins bien, mais j'essaie toujours de poser la question, mettons là, que tu avais toute l'énergie que tu voulais, que tu es dans ta meilleure de tes formes que tu peux t'imaginer, là. Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu ferais? Puis la majorité des gens ont aucune idée. Oui, effectivement. Ils ont pas. Ils vivent dans là, je vois ci, c'est ça, je suis pris là-dedans, ça, c'est ma vie. Ouais. Alors, ils s'identifient à moi, je suis, puis c'est comme les gens même s'identifient, hein. Moi, je suis une personne anxieuse avec des troubles de l'attention puis des allergies. Ça, c'est moi. Là, je suis pris là-dedans, puis je fais de mon mieux, mais je sais que souffrir, c'est ma vie. Ouais. Mais c'est le monde newtonien, comme j'expliquais tantôt. Ils voient juste qu'il y a une possibilité, c'est d'aller sur la prochaine marche. Fait que quand tu leur demandes, mettons, si tu avais tout l'argent au monde et tu ferais ce que tu veux demain matin, tu ferais quoi? Même là, ils vont penser juste à la prochaine étape parce que c'est impensable de se dire « Hey, je vais retrouver toute mon énergie, ma vitalité. » Mais
Ça n'a pas de sens. Non, ça va en Tu sais, dehors de ce qui se passe. Comme tu l'as dit, c'est insécurisant aussi, parce que ouais. l'humain, on aime ça se sentir en sécurité dans un environnement contrôlé. Puis ça, c'est un défaut humanitaire là, qui a envie Mais de c'est pas un l'ère humaine. défaut, Tu sais. c'est C'est ce une qui nous a fait réalité. survivre. Oui, exactement. Parce qu'anciennement, quand on était dans la savane avec un lion, il fallait savoir que ces choses-là étaient dangereuses et il ne fallait pas s'approcher. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est source d'incertitude, de danger. C'est notre patron, c'est le trafic, c'est des choses qui ne nous mettent pas en danger de survie. Mais on le vit de la même Ouais. façon. C'est le Ouais. système neurologique cérébral qui est construit comme ça. Puis on vit comme si c'était des risques de danger. On voit notre boss comme si c'était un lion qui allait nous manger, par exemple, parce qu'on n'aime pas notre boss. On préfère rester là, parce que c'est sécurisant, c'est connu. On préfère souffrir que d'aller dans un autre espace qu'on ne connaîtra pas à ce moment-là. Les études sont fascinantes là-dessus. Puis, fait que là, puis moi, c'est quelque chose que je vis beaucoup dans le quotidien en aidant les entreprises. Tu sais, je travaille beaucoup en entreprise. Puis là, ce que tu me parles, ça me connecte beaucoup à ce que je vis. Et là, ce qu'on est en train de voir, là, il y a un tournant pour prendre de plus en plus, faire attention aux risques psychosociaux. Mhm. Hein, s'assurer qu'il n'y a pas de harcèlement, ce qui est une très bonne idée, on va se le Oui, dire. oui, oui, tout à S'assurer fait. qu'il n'y a pas de violence, ce qui est une très bonne idée. S'assurer qu'il y a un environnement sain au travail, ce qui est aussi une très bonne idée. Mais finalement, c'est qu'on travaille encore une fois sur mettre plein d'outils en place pour que cette personne-là, à son travail, elle se, elle se sente mieux, elle se sente dans un environnement sécuritaire. Ouais. Mais au bout de la ligne, si à force de s'appuyer sur des outils, on s'éloigne tout le temps un petit peu du bonheur, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction finalement Ouais. avec ça? C'est une excellente question parce que si, par exemple, où est-ce que j'habite au Mexique, puis on compare avec le Canada. Le Canada, on a rempli de structures, de lois, de règles, de supports, d'assurance chômage. C'est qu'on on a tout que tu peux rien faire, puis on va te faire survivre quasiment. On va tout faire pour te protéger. Et ici, au Mexique, c'est pas comme ça. Les gens doivent se débrouiller. Il y a une liberté totale. Tu peux te promener sur le toit de l'auto ou sur l'autoroute, puis bon, c'est ton problème si tu as un accident. Fait que, on est à ce niveau-là, mais en même temps, ça rend les gens responsables. Les gens ici, ils conduisent d'une façon tellement différente. Mais tu sais, je suis allé au Népal. Je ne conduirais jamais au Népal. Là. Je suis un fou en auto, puis j'en ai fait des niaiseries quand j'étais jeune, puis j'étais un très bon conducteur. Mais là-bas, c'est fou. Là. Il n'y a pas de règles. Fait que, tu vas avoir la vache, tu vas avoir du monde qui va passer, tu as des motos, puis c'est comme fou. Là. Mais ils ont appris dans un environnement qui est comme dangereux, qui n'a pas de liberté, qui a totale liberté. Versus le Canada, c'est complètement, s'il y a une ligne double, ou si même il est 3 heures du matin et il n'y a pas une voiture autour de toi, il faut quand même que tu t'attends à la lumière rouge, par exemple. Pourquoi? C'est pour respecter des règles, puis ci, puis ça. Fait que, qu'est-ce que ça l'amène? C'est où la ligne de la liberté d'une personne face à son évolution? Moi, je dis la justice n'est pas de donner tout à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, tu n'apprends pas. C'est donner la même opportunité de tout le monde. Par exemple, donner de l'école, gratuit, par exemple. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas en faire après. Mais juste de donner de l'argent pour te donner de l'argent, mais tu ne feras rien de ta vie. Fait que c'est où cette liberté-là qu'on va donner à quelqu'un? Face à où? On a un système de santé au public, système, l'assurance maladie au Québec. On t'assure de rester malade, c'est un petit peu ça. Versus de dire, si tu es malade, ben, par exemple, on met un ticket de modérateur de 5 $. Oh, déjà là, 5 $, les personnes vont faire « Oh! » Fait que là, au Québec, on fait ça. L'hiver, les prisons augmentent le nombre de prisonniers. Pourquoi? Parce que le prisonnier, il ne veut pas rester dehors parce qu'il fait trop froid. Ben, pas le prisonnier, mais le futur prisonnier. Il ne veut pas rester dehors parce qu'il est trop froid et il n'y a pas de nourriture autant l'hiver. Fait qu'il va faire quelque chose pour se retrouver en prison. Mais tu fais, attends une minute. On aide ces gens-là d'une certaine façon au lieu de le dire, OK, ben, si tu viens en prison, qu'est-ce que tu vas apprendre pour sortir, pour retourner dans un système? Fait qu'on n'a pas un système qui va donner de la puissance aux gens. On a un système qui handicape un peu les gens, selon ma perspective. Parce que si on le fait pour eux, ils n'apprendront pas. Fait qu'on le voit beaucoup que la génération aujourd'hui, là, c'est
les jeunes, on les a appelés la génération... c'est comme si eux Après autres les qui contrôlent. milléniaux, là, Ben, ceux qui contrôlent leurs parents, là, il y avait un terme, là, enfant roi. les enfants rois. Là, on est rendu avec des parents rois. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu cette réalité-là, tu sais. Puis tu as sûrement déjà vu un post sur Internet que ça dit t'as comme une société forte, ça crée des enfants faibles. Les enfants faibles créent une société faible. Après ça, une société faible, ça te fait qu'il va falloir que tu reviennes vers la force parce qu'à un moment donné... Fait que, tu sais, c'est pourquoi qu'on ne se pose pas de questions. Pourquoi qu'on ne prend pas notre réalité en main? On a un système qui ne nous l'amène pas. On n'a pas besoin de le faire. On n'a aucunement le besoin de le faire. Fait que, tu sais, les gens doivent se prendre en main. Et on a un système de santé là, au Québec. On a 3 fois plus de gestionnaires d'un système de santé avec la même population que, je ne sais plus si c'est la Suède ou la Finlande, là, un pays scandinave, là, qui sont la même population à peu près qu'au Québec. On a 3 fois plus de gestionnaires de santé qu'au Québec. Le Québec a 3 fois plus. Pourquoi? J'ai un problème de santé ici, on est allé à l'hôpital pour un point de suture, ces choses-là. À la fin, ils nous ont dit merci, bonsoir. On est comme, ça coûte quelque chose? Non, ça coûte rien. Tu n'as même pas de papier à remplir, tu n'as pas rien de ça à remplir. Pourquoi qu'on a toute cette paperasse administrative à faire au Québec? C'est gratuit. On s'en fout, gratuit. Fait que tu aurais juste à montrer ta carte de résidence au pays. Au Mexique, tu n'as même pas besoin. Si tu es touriste ou pas, ça ne change rien. Fait que, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective. Est-ce qu'on est là dans le bien-être de l'humain? Hein? On a tellement évolué technologiquement, scientifiquement, ces choses-là, mais on est plus malheureux et plus malade que jamais. Fait qu'elle est où? L'humain n'a jamais pris sa responsabilité là-dedans. Il n'a jamais dû la prendre, quelque part. Ouais. Puis même à la limite, comme tu dis, de reprendre, comme une des sources principales de stress, hein, dans le fameux ciné, c'est le contrôle. D'avoir le contrôle, c'est rassurant, mais finalement, nous, ici au Québec, le système prend le contrôle pour nous. Fait que finalement, c'est pas nous du tout qui a le contrôle, tu sais, puis on n'a pas le contrôle de nos pensées. On pense qu'on l'a, mais on l'a pas. Fait que c'est pour ça qu'on vient dans un état. Puis comment, maintenant, en vivant dans cette réalité-là, là, OK? Hey, moi, là, je veux être heureux, là, OK? Je suis prêt à faire les pas, je suis prêt à essayer de visualiser. Ben moi, JC, finalement, c'est pas un JC qui rentre à la maison le soir, qui a des enfants. Pas que je vais rentrer à la maison parce que j'ai des enfants. Ça, je peux pas t'en jouer avec ça. Mais pourquoi je les ramasse pas puis je vais pas ailleurs? C'est comme, même moi, dans mon pattern, c'est comment je les prends, je rentre à la maison, je fais à souper. Là. Ben, il y a d'autres possibilités, mais souvent, on les oublie parce qu'on... Fait que c'est quoi, mettons, la première étape qu'une personne peut faire? C'est comme, OK, elle nous écoute en ce moment, elle dit, mon Dieu, ça fait du sens. J'aimerais ça peut-être reprendre le contrôle puis avoir une vision différente de ma vie. Ça part de où? Lire le livre. Lire le livre va t'aider, mais si mettons que tu n'as pas de livre, tu n'as pas d'outils puis tu es laissé à toi-même, ça va être difficile parce que je te demande, c'est quoi qui t'inspire le plus dans la vie? Tu ne le sais pas nécessairement. Encore, c'est quoi la cause à l'effet? C'est quoi le prochain niveau? T'sais? Fait qu'il faut commencer à penser complètement déraisonnable. Puis qu'est-ce qui vraiment qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? Fait que si tu es capable de trouver cette affaire-là, là, il y a plein de raisons qui font que tu ne l'auras pas. Là, j'ai des enfants, là, j'ai ici, là. Par exemple, là, tu dis, Philippe est chanceux, il habite au Mexique. T'sais. Ah, mais là, toi, tu ne peux pas parce que là, ta femme a une business là, elle travaille avec les enfants, avec l'école. Fait que là, on a un paquet de raisons pourquoi on n'est pas en train de vivre la vie qu'on veut. C'est juste des raisons. T'sais, moi, j'avais une grosse entreprise, on avait 2000 pieds carrés de logement, d'espace pour l'entreprise, on avait 8 employés, puis Et on a quand même fait un switch dans tout ça. T'sais. On a décidé de changer nos structures, laisser les choses aller, puis payer pour sortir du bail. On avait un bail de 10 ans, je ne sais plus combien d'années qui nous restait. Puis... Fait que, on a pris des choix qui n'étaient pas faciles. Puis normalement, ce n'est pas dans les endroits faciles que tu vas avoir la vie que tu veux. Parce que tu n'as pas la vie que tu veux, mais tu as la vie que tu as besoin d'évoluer. Si tu comprends que la vie, c'est l'évolution, il faut commencer à se poser la question, c'est quoi la vie? C'est souvent ça la première question. Mais c'est difficile des fois quand tu es pris là-dedans. Tu te dis, la vie, c'est évoluer, mais ma sécurité, c'est l'argent. Fait que là, il y a comme une grosse remise en question de qui nous sommes comme êtres humains. On n'est pas des fers humains, mais pourtant, on agit comme des fers humains. Ouais. L'être n'est pas là. C'est comme... en anglais, c'est « How are you doing? »
Mais pourquoi ce ne serait pas Are you being? C'est même dans notre langage, c'est Ouais. comme comment Ouais. tu. Ça ne se traduit pas vraiment en français, là, mais c'est comment tu fais au lieu de comment tu es. Ouais. Comment tu te sens? Au moins, C'est ça. on a ça, comment tu te sens. Ouais. Mais écoute, tu parles de langage puis de choix. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me résonne beaucoup parce que j'ai enlevé de mon vocabulaire, puis j'essaie encore, parce que des fois, je n'ai pas le choix. Ouais. Puis même quand tu y penses grammaticalement, logiquement, ne dire que tu n'as pas le choix, Ouais. si tu avais deux options, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'est comme, j'ai pris le choix. Ouais. J'ai pris la décision. J'ai fait le choix de faire ça, puis pas ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix, j'avais pas le choix d'aller chercher mes enfants. Ben oui, tu avais le choix, mais il y avait une conséquence si tu n'y allais pas. Ouais. Mais, Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a deux options dans ce que tu me donnes. Mais en réalité, il y a comme 500 options. Il y en a 1000 options. Il y a infiniment de possibilités d'options. Mais on vit comme souvent, c'est une question de dualité. Il y a soit ça ou ça. On a été conditionnés aussi dans cette réalité-là. On ne vit pas une vie de possibilités inimaginables. C'est ce qui a été un gros choc quand mon professeur, Dr. Ahmed Goswami, qui est mon professeur de thèse, il a dit dans le début des années 2000, c'est la physique des possibilités. Ça a fait, hein? En réalité, toute la physique quantique, c'est juste une question de probabilité, de possibilité, et ainsi de suite. Mais notre vie est pareille. Mais on vit comme s'il n'y en avait pas. Comme j'ai soit d'y aller ou pas y aller, puis non, tu peux peut-être appeler quelqu'un qui va les chercher, il y a peut-être une garderie. Il y a comme plein de choses, mais on ne pense pas à tout ce qui est possible. On pense plus à ce qui n'est pas possible. Donc, on vit une vie qui est limitée par tous les moyens. Et, mais tu sais, je t'amène pas une étude, mais c'est une histoire vraie. La Révolution française. Les Français s'emparent de la Bastille, qui est une grosse prison en France, détruisent les murs, veulent sortir les prisonniers, et la majorité des prisonniers ne veulent pas sortir de prison. Hey, c'est fou, là. Fait qu'ils sont en prison, mais quoi? Ils savent qu'ils vont manger. C'est secure. Ils n'ont pas besoin de penser, ils n'ont pas besoin de rien faire. Et donc, ils ont créé une prison de verre que même si je te sors de là, tu ne veux pas en sortir. Et il y a beaucoup de gens, peut-être qui écoutent aujourd'hui, qui sont là-dedans. Ils ont comme un grand confort dans ce qu'ils sont créés, ils sont malheureux, mais ils mettent constamment du plaisir dedans. Fait qu'ils camouflent le malheur par du plaisir, fait qu'ils sont comme heureux. Mais finalement, ce n'est pas un vrai bonheur. C'est éphémère. Il doit tout le temps acheter de quelque chose, le voyage, puis ci, puis ça. Par exemple, on vendait des programmes de santé avec ma femme. Là, c'était la personne, ben là, ça va coûter trop cher, je ne pourrais pas aller à mon voyage cette année. Ça fait 5 ans qu'elle est en arrêt de travail, elle n'a plus d'énergie, elle ne fait plus rien de sa vie, mais elle a besoin de son voyage pour au moins lui donner un petit quelque chose. Tu sais, c'est le bonheur. C'est ça, c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Là. Ouais. La différence entre le bonheur et le plaisir. Et on vit dans un monde, la société nous pitch du plaisir là, à nous. Ouais. Ah ouais, le plaisir. Ah ouais, la bouffe. Ah ouais, la scie. Ah ouais, la consommation. Dans ta face 24 heures sur 24. C'est que ça. Puis le plaisir en constant, ben, puis même au niveau hormonal, j'en reviens un petit peu, le niveau hormonal, le pic de dopamine, tu as fait quoi? Tu as fait un crash. Quand tu es dans un crash, tu as toujours le goût de remonter. Au lieu d'aller chercher un état juste de comme, hey, je suis bien là, un bonheur qui est constant, il va y avoir des hauts et des bas quand même dans ta vie, mais tu te retrouves toujours quand même à être capable d'être heureux dans le moment parce que tu dis, hey, j'ai ce qu'il me faut pour être heureux, j'ai ma vie, je suis en vie, j'ai un corps, j'ai un esprit, j'ai ça. Alors, fait que tu n'as pas besoin du plaisir. Le plaisir peut aider à certains écarts un bonheur. Mais là, souvent, c'est comme on dépend du plaisir, comme tu l'as dit, puis on recherche le plaisir au lieu de rechercher le bonheur. Ouais. C'est pas juste des choses matérielles extérieures, mais c'est des comportements aussi. Moi, je donne l'exemple du plus grand personne égocentrique, que les gens disent « Ah, c'est pas une personne égocentrique, ça. » C'est la personne qui fait tout le temps tout pour tout le monde. Tu demandes « JC, on va appeler JC à chaque fois, JC va dire oui, peu importe, il va tasser tout pour faire plaisir à tout le monde. » La seule raison pourquoi il le fait, c'est parce qu'il s'aime tellement pas qu'il va faire plaisir toujours à tout le monde. Fait qu'il est addicté à ce plaisir qu'il reçoit des gens, l'amour des autres, parce qu'il n'y en a pas pour lui. Et c'est une grande source de souffrance que cette personne le vit, mais tout le monde pense que c'est la personne la plus joyeuse, la plus amoureuse. Mais c'est complètement faux.
C'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais il y en a des gens comme ça, il y en a plus qu'on pense. Puis on pense que cette personne-là est tellement gentille. Tout le monde l'abuse, mais ils ne savent pas. Parce qu'on n'est pas conscient des gens. On n'est pas en train de comment ça va? Tout le monde, ça va bien. Tout le monde va toujours bien. On a un taux de suicide élevé, on a une dépression élevée, on a de l'anxiété élevée, mais tout le monde va tout le temps bien. Ça va bien aller. Oui, c'est ça. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais c'est ça, hein? C'est l'inauthenticité de l'être humain face à qui il est, face à sa vie, face aux choses, pour bien paraître. Puis aujourd'hui, de bien paraître, c'est à des niveaux fous. Là. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est difficile. Puis même quand j'étais au Népal, il y a 2 ans, j'ai eu une entrevue avec la personne en charge du monastère, qui est un Rinpoché, qui est une personne comme réincarnée, puis très évoluée dans le bouddhisme. Puis j'ai dit, comment ça se passe maintenant avec parce qu'ils ont des téléphones, les moines bouddhistes, là, même quand ils sont jeunes, là, maintenant, tout le monde en a. Là. Puis ils ont les réseaux sociaux. Là. Ça commence à être difficile. Là. Parce qu'ils commencent à se comparer à d'autres personnes qui ont telle chose, les grosses autos, les ci, les ça, puis ils pensent que c'est ça qui va les rendre heureux. Parce que c'est ça qu'on montre. Et même au niveau marketing, c'est ce qu'on nous vend. Ouais. Par exemple, bois un Coca-Cola puis tu vas être heureux. Ça a été une pub il y a quelques années. Là. Mais si on questionne, OK, on sait que le Coca-Cola rend malade. Quand tu es malade, tu n'es pas heureux. Fait qu'en réalité, c'est une fausse promesse qui devrait être illégale là, de dire un message comme ça. Parce que c'est l'inverse. Ouais. Parce que les études démontrent que quand tu es malade, tu es malheureux. Et on sait que le Coke, ça le fait. Fait que, tu sais, on accepte ça aussi. Fait qu'on nous vend du bonheur, mais qui est du plaisir. Ouais. Fait que c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde de sortir de là aussi. Tu sais. C'est pas des choix faciles. Donc, c'est le meilleur des choses aussi, c'est de se regrouper. C'est pour ça que souvent, je dis, par exemple, avec le livre, par exemple, si vous achetez le livre, ben, achetez-en avec d'autres personnes. Parlez du livre. Questionnez-vous face à la vie. Vivez pas ça toute seule. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. On est bombardé aujourd'hui de toutes sortes de choses. Ouais, puis la société nous amène vers ça. Fait qu'il faut se mettre en marge, mais être en marge, c'est confrontant puisqu'on veut faire partie du groupe. C'est comme un besoin primaire de faire partie de la gang, mais là, il faut se sortir de cette gang-là pour aller chercher. C'est pas facile. C'est pour ça d'ailleurs que tu as créé une communauté, hein, des gens qui ont le livre, qui est le bonheur. Puis toi, là, Philippe, quand tu as découvert cet aspect-là de la vie, parce que tu as déjà été pas là, tu sais, j'ai ton background d'athlète, de performance, hein, de bling-bling, tu as déjà été là. Peux-tu nous revenir un petit peu justement sur ton parcours? T'aurais pu être un Olympien. J'ai été 21e au Canada 2 années consécutives en ski acrobatique, discipline des bosses. J'étais tellement passionné par ça, mais mes coachs m'ont enlevé mon plaisir, qui était mes sauts. Hein, les sauts, c'était ma force, mais ma faiblesse, c'était ma technique dans les bosses. Fait qu'ils voulaient que je fasse des sauts simples. J'étais capable d'avoir des notes parfaites dans mes sauts, parce que je faisais comme des simples, mais tu vois, j'allais chercher le maximum. Mais moi, j'avais pas de fun. C'était ça, la dernière compétition de l'année, c'était une compétition provinciale. Fait que c'est les gens du Québec qui se regroupent. Puis nous autres, l'équipe du Québec, on est là plus par apparence pour faire un peu le show, puis parce qu'on se compétitionne à travers le Canada et les États-Unis. Ouais. Puis là, à la fin, je fais un saut que personne ne faisait en compétition dans ce temps-là. Puis mes coachs, ils n'ont pas demandé que je fasse ça. Ils ne voulaient pas que je fasse ça. J'ai décidé de le faire pareil. J'arrive en bas, puis il y a le coach du Mont-Saint-Sauveur qui est là, puis lui, il a la gueule à terre, il est comme « Oh my God, c'est complètement fou ce que tu fais. C'est-tu vraiment ce que j'ai vu, ce que tu as fait? » C'est comme... Là, lui, il est vraiment en extase, puis après ça, mon coach il est là, puis il est en maudit. Tu sais, puis ça compte pas, là. Tu sais, comme donne-moi mon anane, donne-moi mon... Fait que moi, il fallait que j'aille du fun, parce que sinon, ben, je quittais. À l'école, j'avais pas de fun. Fait que personne n'était capable de me dire pourquoi. Je voulais quitter l'école à 14 ans, mais il a fallu que je finisse l'école. J'ai fini, j'ai quitté le cégep à cause du ski. J'ai pu sortir de là à cause du ski. Fait que, ça a été quand même. Puis après ça, ben, quand tu sors du ski, ben, moi, j'étais un adrénaline junkie. Hein. Moi, c'était les sports extrêmes. Ben, après ça, c'était de faire des choses complètement fous en ski. J'ai tout cassé, sauf moi. Je me suis jamais rien cassé, je suis chanceux. Mais mon père travaillait fort pour me remettre de la douleur, des choses comme ça. J'ai été chanceux d'avoir un père spécialisé en douleur parce que de la douleur, j'en avais. Des fois, je finissais des journées de ski, j'étais plus capable de marcher. Fait que c'est. Mais j'avais du plaisir. J'étais dans le plaisir constamment, dans tout ça. Mais je me questionnais pas c'était quoi la vie. Hein. On n'a rien à foutre au bout de la ligne. Hein,
Puis tout le temps, mais mes parents, c'était important, il fallait aller à l'école, c'est important d'aller à l'école. Puis moi, je regardais mon parrain qui n'avait pas d'éducation, puis il avait une grosse entreprise, il avait fait des millions avec ça. Puis moi, j'étais comme, oh, fuck l'école. On va être entrepreneur, puis on va faire de l'argent. Puis là, finalement, ben, quand j'ai commencé à travailler, je dépensais tout mon argent. J'avais une grosse voiture de l'année, 50 000, j'avais 21 ans, puis c'était la voiture de l'année. Puis fait que j'ai vécu là-dedans pendant plusieurs années. Jusqu'à temps pas mal que je rende plus d'avantages à faire ce que mon père faisait avec la médecine fonctionnelle. Puis je me suis aperçu que, bon, il y avait des gens qui avaient une intention d'aider autrui, qui avaient quelque chose de plus. Parce que déjà à 5 ans, je disais qu'il fallait changer le monde parce que le monde était corrompu et qu'on ne s'en allait pas dans la bonne direction. Je ne sais pas d'où ça venait, là. Mais bon. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à m'investir là-dedans. J'ai comme changé ma vie. J'ai eu la petite voiture qui valait rien, que c'était pas important. Puis j'ai commencé à me détacher beaucoup de tout ce qui était matériel. Puis du looking good, parce que j'avais les habits de marque avant. Puis fait que c'était tout dans cette image-là. Puis normalement, on fait ça parce qu'on veut remplir un vide. Parce que pourquoi d'autre? Pourquoi pour plaire. Pour plaire. On veut plaire pour remplir un vide. Ouais. Exactement. Fait qu'on va chercher les choses à l'extérieur au lieu que le bonheur, en réalité, il est intérieur. Commence à t'aimer, commence à t'apprécier, commence à voir tes qualités, commence à voir que tu es une personne extraordinaire, comme chacun d'entre nous le sommes. On a toutes les possibilités à l'intérieur de nous, il faut juste les redécouvrir dans certains moments donnés. Mais si t'es patch avec, je sais pas, une chirurgie aux lèvres, avec du botox, avec des vêtements de marque, il faut tout le temps que tu sois habillé. Mais même toutes ces choses-là, ils ont un prix à payer pour sa santé. Les souliers, c'est un gros problème. Le linge est un autre gros problème parce que c'est que du synthétique et notre corps, il y a un impact au niveau des électrons qui sont volés parce que c'est synthétique, fait que ça te demande de l'énergie d'avoir du linge qui est avec du synthétique et la plupart du linge est synthétique. Tu vas tourner vers du coton idéalement biologique, du lin, des choses comme ça qui va te redonner de l'avantage d'énergie. Intéressant. On porte des lunettes de soleil constamment parce que c'est très tendance, mais si tu portes tes lunettes de soleil, tu ne produiras pas assez de mélatonine dans le jour, fait que quand le soir, ça sera le temps de la sécréter, ben, tu ne la sécréteras pas. Fait qu'il y a plein de choses comme ça on penser qu'on est cool ou qu'on est in ou qu'on est ci, mais on en paye le prix constamment. C'est comme ça dans la majeure partie de notre vie, mais on vit dans une économie qui est là pour faire de l'argent. Ouais. Et on est le client qui paye pour. Financièrement, santé, mentalement, sur tous les niveaux. Et donc, il faut se questionner, il faut raisonner. Où est l'information? Tu as parlé du linge. C'est comme, le linge, les personnes les plus riches au monde, c'est les gens dans le linge. Un Français qui a, comme toutes les compagnies Louis Vuitton, des choses comme ça, un enfant de même. Oui, c'est lui le plus riche en ce moment, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils vendent du linge. Combien ça coûte faire du linge? De la gagner comme... Si tu as déjà regardé des parades de mode, là, voir des aperçus de parades de mode, tu te dis, mon Dieu, dans quel monde qu'on habite? On dirait que c'est un monde complètement déconnecté. Fait que, tu te dis, hey, pourquoi qu'on n'est pas plus simple? Puis quand tu regardes, souvent, plus que les gens évoluent, plus qu'ils se détachent de ces choses-là, moins qu'ils ont besoin de ces choses-là. Moi, je porte souvent la même chose. Je suis souvent en short et en camisole parce que je me suis confortable comme ça. T'sais, puis même ici au Mexique, tout le monde me regarde, c'est comme les autres ont leur manteau, les Mexicains, ils trouvent qu'il fait froid. Hein. Ça fait pas froid pour nous, les Québécois en général. Là. mais tu sais, c'est comment tu es confortable. On va s'habiller d'une façon parce qu'on va être perçu d'une façon, mais tu n'es pas confortable, mais tu le fais pareil parce que les études le démontrent aussi. Quelqu'un qui arrive en veston-cravate va être mieux perçu, fait que tu vas avoir une plus grande capacité de vendre quelque chose que si tu arrives genre en sandales, bien en camisole, bien en short. Fait que tu te fies sur l'emballage versus le contenu. C'est ce que ça dit. Ouais. Mais c'est inconscient. Ça commence à changer tranquillement. On voit de plus en plus les gens, grosses entreprises, on le voyait même avec Steve Jobs, lui était confortable avec ses sneakers blancs, ses jeans et son t-shirt. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps bien pareil. Mais il disait une des raisons qu'il le faisait, c'est parce qu'à chaque fois, chaque matin, il n'y a pas besoin de penser à ça. On va choisir. Ouais. Fait qu'il y a moins de choix. Là, tu te dis, OK, ben là, il faut que je mette mon veston avec mes souliers, il faut que je le fitte avec ça. Chaque jour, il faut que tu sois différent. Pourquoi? Sinon, tu vas être jugé parce que tu portes le même chandail, mais tu en as peut-être 5, pareil. Tu en portes le même à tous les jours, mais là, ils vont te juger, hey, lui, il ne se lave pas. Hein. C'est comme,
on est tellement programmé dans ces jugements-là et après ça, on arrête de vivre parce que là, on ne veut pas être jugé, on ne veut pas être ci, on ne veut pas être ça. Fait qu'il faut éclater notre réalité dans tous les sens. Et un livre, c'est un début. Genre, j'ai un outil gratuit, faire partie des groupes Facebook gratuits que j'ai, différents codes, différentes choses, mais il faut vraiment confronter qui nous sommes. Ça, c'est de se regarder dans le miroir. C'est la chose qui est quoi la plus dangereuse. Parce que si je ne suis pas qui je suis aujourd'hui, je suis qui demain, je ne sais pas. Et c'est la plus grande peur, c'est de ne pas savoir qui nous sommes. C'est pour ça qu'on veut faire partie de la gang. Là. En psychologie, ça le dit autour de l'adolescence, on veut faire partie de la gang parce que là, on a de l'importance. Mais si je suis différent demain, je ne fais plus partie de la gang. Une de mes clientes dans mon programme a décidé de quitter sa job qui était vice-présidente d'une très grosse entreprise. Elle s'est dit, moi, je vais devenir consultante comme ça, là, juste coach. Là. Plein de monde qui ont arrêté d'y parler. Parce qu'elle n'est plus la grande carte d'affaires, vice-présidente de telle corporation. C'est comme... Elle est juste une personne comme tout le monde maintenant. Fait qu'on va arrêter d'y parler. Fait que c'est là que le danger se retrouve. Là. C'est plus le lion. Là. C'est le jugement des autres. C'est le jugement de soi-même, principalement. Je fais le lien avec... toujours, quand on a des amis, les vrais amis, peu importe il se passe combien de temps, où on est rendu où, peu importe, ils vont être là. Puis c'est ces gens-là qui sont importants parce qu'ils ne regardent pas ce que tu fais ou ils vont probablement niaiser avec ce que tu fais à la blague, mais rire de toi ou quoi mais ils vont être là, ils vont être présents puis ils ne jugeront pas. Tu sais. Puis là, maintenant, toi, que tu as découvert cette fameuse physique quantique-là, comment tu l'appliques dans ton quotidien? Ça ressemble à quoi le quotidien de Philippe? À quoi il pense? Puis comment il partage ça, mais comment toi, comment tu le vis en tant que personne? Fait que comment je le vis en tant que personne? Fait que je suis un peu dans une perspective un peu différente que la plupart des gens parce que moi, c'est de l'étudier, c'est de l'approfondir, c'est d'être capable de l'enseigner. Mais quand je me mets dans cet espace-là, ça me met tout le temps dans un mode de réflexion. Ce que tout le monde devrait être. C'est comme, par exemple, quand j'étais dans mon doctorat, puis ils ont demandé est-ce qu'il y a un étudiant qui veut enseigner aux premières années, puis ou à la maîtrise. Puis moi, j'ai fait je comprends rien, mais c'est pas grave, je vais l'enseigner. Parce que là, ça m'a mis OK, là, il faut vraiment que je simplifie, il faut vraiment que je comprenne ces principes-là. C'est ce que les gens ont commencé à dire. Finalement, on commence à comprendre, parce que même moi, dans la première année, je n'avais rien compris. Là. On parle du chinois, puis je suis comme attends une minute, c'est pas un langage que je connais. Fait que dans ma vie de tous les jours, j'étudie beaucoup, j'apprends beaucoup, je lis beaucoup, j'ai des échecs beaucoup, mais je regarde. Par exemple, j'ai fait un lancement dernièrement d'un nouveau programme que j'ai lancé, Bonheur Quantique 101. Ouais. Là, j'avais certains objectifs, plein de choses qui n'est pas arrivé. C'était un nouveau compte Facebook pour faire de la pub. Ça a comme été limité constamment. Fait que je vois toutes ces choses-là comme des échecs, puis OK, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à ça? Au lieu de dire, j'ai juste atteint 80, c'est correct, la prochaine fois, ça va être plus. OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui est arrivé? Il y a une réflexion à faire sur chaque chose parce qu'on a quelque chose d'apprendre dans chaque moment, mais on vit la vie un peu de façon inconsciente. Puis là, je lisais un livre en même temps qui était sur... C'est un gars qui est devenu milliardaire, puis il y a eu plein d'échecs au début, Puis il dit, c'est dans mes plus gros échecs que j'ai compris le plus. Mais pourquoi qu'on ne prendrait pas ces mini-échecs pour comprendre autant au lieu d'en vivre des plus gros? Fait que c'est commencer à se questionner face à tout ce qui m'arrive dans la vie et essayer de mettre une perspective pour être capable de l'amener chez les gens pour qu'ils font « OK, ouais, moi, je veux faire ça. Je veux aller chercher du vrai bonheur. » Fait que moi, ma job, c'est comme autant d'échouer que d'avoir des crises. Moi, je suis un réactif. Fait que pour moi, c'est des hauts et des bas versus il y en a qui sont plus stables. C'est correct, on a chacun notre réalité. Mais moi, quand ça va pas bien, ça fait partie de la vie. Puis là, je suis comme, OK, on va réfléchir, on va c'est de ramener ce temps-là de réflexion, de crise, si on veut, plus court, de plus en plus court, pour avoir de plus en plus de bonheur, d'expandre ma conscience davantage, pour être capable d'en donner plus à autrui. Fait que c'est de m'éclater autant dans le plaisir, dans un sens d'évolution, mais autant de m'éclater dans mes parties de souffrance, d'ombre, qui sont les parties où est-ce qu'on va transformer le plus, et de commencer à faire des liens davantage pour qu'on puisse faire plus de liberté et plus de bonheur dans la vie de tous les jours aux gens, parce qu'on en a tellement de besoin aujourd'hui, je pense. Oui.
Oui. Puis, en tant que père, j'aime beaucoup ce que tu dis, là, d'être dans le conscient de ce qui se passe, puis dans d'apprendre de ça, puis de ne pas être dans le jugement, de vivre le moment, mais dans une optique d'amélioration et non pas dans une optique de ça va pas bien, puis that's it, that's all. Tu as le droit que ça aille mal à un moment, puis tu as le droit d'être en maudit. Comme je dis, la vie, c'est des up and down. L'important, c'est que quand ça va down, rends-toi en compte le plus vite possible. Puis après ça, prends ce qu'il faut pour commencer à remonter. Mais ça va redescendre même mais la vie, c'est comme un cœur. Hein? Si le cœur est en ligne droite, t'es mort. Exactement. Puis maintenant, t'es papa aussi. Ouais. Comment tu perçois justement ton rôle de père? Comment tu te vois transmettre ces facultés-là de bonheur à ton enfant? Parce que moi aussi, hein, c'est 5 puis 8 ans, puis là, j'essaie de comprendre des choses, d'expliquer, mais en même temps, c'est vraiment par mon exemple que je peux le plus, je pense, aider mes enfants. Mais toi, comment tu perçois la vie avec un enfant que tu aimerais imprégner en lui, en elle? Ouais. Fait que c'est, tu vois, elle a 14 mois, quelqu'un encore tout jeune. À cet âge-là, c'est vraiment l'exemple. Les autres, ils voient puis ils modèlent. Il n'y a pas de raisonnement. L'aspect des ondes bêta, qui est l'aspect rationnel de l'enfant, n'est pas encore développé, qui se développe plus vers 5-6 ans, qui commence. Fait que c'est vraiment comme une éponge. Fait qu'être le plus présent de qu'est-ce qui se passe. Puis mettons, je suis en colère contre maman pour une raison, mais c'est d'en parler aussi. Et de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce que les autres, ça existe vraiment. Fait que ça nous demande davantage d'être présent de comment on agit dans chaque moment. Si on veut être conscient que l'enfant évolue de la meilleure façon, s'élève, s'éduque de la meilleure façon. Avec qui l'enfant va être en interaction aussi. D'autres, c'est un des choix pourquoi on est parti du Québec, par exemple. On veut se regrouper avec d'autres gens qui pensent comme nous davantage. On veut bâtir une communauté autosuffisante pour être dans un environnement qui va créer quelque chose de différent. On a la chance ici où est-ce qu'on est. Toutes les écoles alternatives possibles sur la planète sont toutes ici. Là, sont toutes en dedans d'une demi-heure de route. Fait qu'on est même en questionnement. Est-ce qu'on emmène l'enfant à l'école? Elle pourrait commencer à partir de dès qu'elle marche. Elle peut aller dans une école Waldorf, qui est très spirituelle en même temps, qui est très, très reconnue internationalement. Mais je suis comme, je sais pas. C'est un peu spécial. Avant, les enfants étaient élevés de façon communautaire par les sages du village. C'était même pas familial, c'était les villages. Non, là, je parle il y a très longtemps. Ouais. Et les parents, qui étaient les personnes fortes, autant la femme et l'homme, allaient à la chasse, allaient travailler sur la terre, ces choses-là. Fait que c'était élevé par les gens qui avaient une sagesse. Aujourd'hui, nos parents, les grands-parents, ils ne connaissent rien. Nous, les enfants, les nouveaux parents, on connaît plus. Fait qu'on va mettre les grands-parents dans un centre, on va mettre les enfants dans la garderie. Là, comme ça, on va pouvoir avoir bien du plaisir. Ça coûte une fortune. L'enfant perd une quantité immense qui pourrait apprendre des sages, un peu, qui ont une certaine évolution. Ce n'est pas nécessairement une question facile à répondre, mais on est beaucoup dans le questionnement. Okay, qu'est-ce qui va être meilleur pour son développement? Puis je pense qu'il y a une phrase face à la santé, c'est la même chose au niveau de l'évolution. Est-ce que l'humain faisait ça avant? Et ça, il y a 100 ans, là, mais il y a longtemps. Est-ce que l'humain agissait de cette façon-là? Si la réponse est non, pourquoi? L'humain n'avait pas de souliers avant. Pourquoi que maintenant on a des souliers? Est-ce que le soulier est fait pour notre pied? La réponse est non, mais fait qu'est-ce que l'humain faisait ça avant? Est-ce que l'humain faisait ça avant? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'est là que commençait à se poser des questions, autant comment on mange? Il y en a qui vont dire « Ah, ben, il faut être tout le monde vegan, ou il faut être tout le monde carnivore, ou il faut être tout le monde paléo. » Ben, avant, les Inuits, ils mangeaient, il n'y avait pas rien d'autre que ben du gras et un peu de protéines. Puis tu vois, en Afrique, il n'y avait pas de gras vraiment, puis il n'y avait pas vraiment de protéines non plus. Là, après ça, il faut tout le monde manger comment? Mais est-ce qu'il faudrait manger selon où est-ce qu'on habite? C'est ce qui a tout le temps été. Et si on regarde la science, ben, quand tu prends un aliment qui ne vient pas de où est-ce que tu habites, au lieu d'être un électron, c'est comme un deutérium qui est plus gros, mais il passe par la même chaîne, ce qui fait que ta chaîne qui produit de l'énergie est bloquée, fait que tu produis moins d'énergie parce que tu manges des choses qui ont été cueillies il y a 1 an dans un autre pays, d'un autre. Mm-hmm. Mais tu sais, il faut se poser ces questions-là, mais on ne se pose pas ces questions-là. Fait que dans comment on élève notre enfant,
on se pose beaucoup ces questions-là de comment qu'elle va jouer. J'y achète toutes sortes de jeux, je veux qu'elle bouge. Si elle tombe, elle va apprendre. Si je la protège tout le temps, ben, elle ne peut pas apprendre aussi. Ma femme est un peu moins comme ça, mais je suis un peu plus casse-cou, mais c'est comme. Ça fait partie comment on a grandi comme ça, nous aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est en surprotection par rapport à tout. Tu sais. Fait qu'ici, la part des restaurants, il y a beaucoup de restaurants qui ont des jeux pour enfants, ils ont des grands terrains, les enfants vont jouer, ils ont toutes sortes de choses pour faire des dessins. On ne les voit pas, ces téléphones, les jeunes en ça. On va au Québec, les peu de temps qu'on est allé au Québec, si tu es dans un restaurant, ils sont tous sur leur téléphone, sur ta tablette. Ouais. C'est pas normal. Là. Comment qu'on trouvait nos amis, c'était où est-ce qu'il y avait B6 sur le terrain du voisin. Ouais. Aujourd'hui, c'est le GPS. Le concept de la santé durable, hein, qui est de prendre aussi l'aspect sociétal de l'environnement. Est-ce que mes environnements sont favorables à ce que je sois en santé? Tu sais? Puis la santé, ben, c'est l'aspect social beaucoup, que ça, on a complètement éliminé ici au Québec. Là. Soyons le plus individualiste possible. C'est un constat mondial aussi. On a vraiment une génération individualiste. Puis bon, pour plein de raisons. Là, c'est un peu de la faute aussi de la société qui les a amenés vers là. C'est eux autres qui ont juste absorbé ça, puis ça les a guidés. C'est pas parce qu'eux sont pas fins, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on les a guidés vers ces façons de penser-là par les outils qu'on leur a donnés, par les messages qu'on leur a envoyés, par la façon dont on agit. Fait que, quand on regarde, il faut consommer moins. OK. Fait que si on est 20 sur une rue, hein, on a peut-être 25 marteaux en tout. Hein. Mais pourquoi? Fait que avoir une télévision dans chacune des maisons, mettons, là, ça peut être correct parce que tu n'iras pas chez ton voisin écouter la télé. Là. Mais un marteau, tu peux juste lui demander, hey, tu me passes ton marteau. Ah ben là, il est-tu cheap, lui? Il n'est même pas capable de s'acheter un marteau. C'est une tondeuse, une hausse à pression, des affaires que tu utilises 2 fois par année. Là. Ouais, exactement. Tout le monde en a. Ça fait rouler l'économie. Mais après ça, tu en fais quoi? C'est de la pollution immense. Ouais. Mais si tu réalises un peu, hein, on est tous on est tous la même chose. Fait que ce que je fais à la planète, je me le fais à moi. Ah, mais c'est pas important, ça va être plus simple, je vais m'en acheter un. On n'est pas conscient. On sait que si l'humain disparaît, la planète va juste reprendre toute la nature, va nous reprendre le dessus rapidement. On n'en reviendra jamais. Si on la détruit, on va se tuer, puis elle va revenir, mais nous autres, on ne reviendra pas. Mais c'est... On se questionne pas non plus là-dessus. C'est ça. Oui, c'est souvent le cas. Si c'est facile, il y a sûrement un retour. Le revers de la médaille est souvent très présent. Dans la facilité, il y a, ta facilité, tu finis par la payer de l'autre bord. Là. C'est dans tout. Là, c'est une vérité pas mal universelle. La facilité apporte toujours un revers de la médaille avec des conséquences qui, des fois, excèdent l'aspect de la facilité. Même souvent, c'est mieux d'investir, prendre le temps, que ce soit un petit peu plus difficile, mais tu vas le gagner. Avec tes enfants, la facilité, c'est quoi? Occupe-toi. Mais on le paye en titi. On le paye très, 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 très cher. Avec la bouffe, je vais me connaître quoi? C'est bien plus facile. Ben oui. Mais tu le payes monétairement au niveau de ta santé, tu le payes. Fait que c'est de faire les bons choix, d'être conscient des choix qu'on fait, puis je pense que moi, c'est ce que j'ai ressorti vraiment de ton livre, c'est à toi et ton père, là, qui est comme bonheur, plaisir. Commence déjà par définir tes actions, là, c'est quoi? C'est-tu dans un but de bonheur, puis le bonheur, c'est pas immédiat. C'est pas quelque chose qui est « Ah ouais, je l'ai fait, ça m'a fait du bien », puis non, c'est pas ça du bonheur. C'est cultiver, puis en tant qu'entrepreneur, c'est la même vision. C'est comme tu veux pas être riche demain, tu veux bâtir quelque chose de positif pour la santé, dans mon cas, pour la santé, pour la société. Puis un jour, je veux bien vivre de ça, tu sais. Mais c'est pas là. Tout ce qu'on veut, c'est rapide, mais la santé, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Le bien-être, le bonheur, le plaisir, c'est rapide. Tac, 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 tac. Fait que j'essaie toujours de me mettre dans cette optique-là, comme l'action que je vais faire là, c'est-tu du bonheur instantané, c'est-tu du plaisir instantané ou c'est de l'investissement de bonheur? Ouais. Puis la conversation autour de l'entrepreneur est excellente. Parce que l'entrepreneur, ça va être quand ça va arriver. Moi, l'avoir vécu, ça fait 25 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est comme il y a tout le temps quelque chose de plus. Ouais.
C'est quand ton sommet va avoir, pas ton sommet, ton congrès va avoir 5000 personnes. Là, quand il va y avoir 10 000, et où la fin? En fait, Il y en a pas de fin. C'est le processus. C'est le parce que même processus. là, ça aussi, c'est du plaisir. Il est sur le long terme. Ouais. Mais c'est quand je vais atteindre ça, là, je vais me sentir bien. Mais sens-toi bien maintenant, puis tout ça va rouler beaucoup plus vite. Ouais. Mais on est tellement attaché à le faire, à le contrôler, à ci, à ça. Fait que les gens ont de la difficulté à dire hey, cette année, là, je vais faire quelque chose qui est impossible. Par exemple, moi, j'ai une petite entreprise, là, ça commence. J'ai fait comme 30 000 l'année passée. Cette année. Je commence. Là, j'ai dit l'année prochaine, je ferai 1,5 million parce que je vais changer tellement de vie. Là, tout le monde, quand on est en planification, tout le monde a déjà des grosses business. Puis comme je vois déjà plus haut que les autres, ils sont comme, attends une minute, là, c'est pas possible. Comment tu vas faire ça? Je sais pas. C'est pas important comment. Si je me fixe au comment, je vais faire quoi? Du newtonien encore. Cause à effet, cause à effet, cause à effet, mais j'y arriverai jamais. Fait que tu commences à penser déraisonnable, il y a plein de choses qui vont arriver que tu ne sais pas. Est-ce que tu t'ouvres à ça? Puis il y a des choses qui vont arriver, puis tu vas faire tu te laisses surprendre. Oui, laisser surprendre, on n'aime pas trop ça. Hein? On veut tout contrôler. Fait que tu sais, c'est. Puis ça, c'est une chose, j'ai donné un chiffre, mais normalement, quand je travaille avec des consultants, ils me disent OK, combien tu veux faire par année? Je m'en fous, là, combien je veux faire par année. Hein? Combien de vies que je veux changer? C'est ça qui m'impacte, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Je ne suis pas là pour faire 10 millions, je m'en fous. 10 millions, on va juste simplifier mes choses pour en faire encore plus d'impact. Je veux impacter 10 millions de personnes. Puis une fois que je vais en faire ça, je vais pouvoir impacter 100 millions de personnes. Tu sais. Mais, tu vois, il y a une chose qui, pour moi, qui est importante. Je travaille à peu près 4 jours par semaine. Je travaille 6-7 heures par jour, à peu près. Fait que je fais à peu près du 25 heures par semaine. Mais je ne veux pas faire plus. Je veux garder l'équilibre dans atteindre ça. Ah, ben là, c'est pas possible. Hey, pour ça, il faut que tu fasses 70 heures par semaine. Pourquoi? Tu sais, on reste tellement. Tu sais, je l'ai vécu, là, j'ai fait plein de masterminds des plus gros entrepreneurs dans la francophonie en ligne, puis aux États-Unis. Puis, mais c'est tout le temps ça. C'est quoi la prochaine stratégie? C'est tout le temps en train de faire plus. Mais pourquoi? En quantique, on le montre, c'est pas à propos de faire plus. Si tu es aligné avec quelque chose au niveau de l'abondance, manifestation, si tu es aligné avec ça, ça va arriver. Tu n'as pas besoin de savoir comment. C'est pour ça que quand tu veux manifester quelque chose, il faut que tu fasses attention. Tu te dis, je veux manifester là, la nouvelle voiture, je ne sais pas moi, mettons, la nouvelle Mercedes SLK 230, rouge, avec tel mag, telle affaire. Là, c'est ça que tu veux, c'est super précis. Mais tu ne sais pas que l'année prochaine, il va y avoir un nouveau modèle d'une nouvelle voiture qui va être encore plus cool. Que finalement, quand tu vois qu'elle apparaît, tu te dis, c'est ça que je voulais, puis là, tu es déçu parce que tu es tellement fixé sur un objectif précis que tu t'es pas ouvert à la magie de la vie. Fait que là, tu es déçu. Tu as eu celle que tu voulais, mais là, c'est plus celle que tu voulais. Fait que l'entrepreneur et même le gars en développement spirituel, c'est comme quand je vais avoir atteint tel niveau, c'est quand je vais. On est tous dans la même partie, mais dans différents niveaux, puis on pense tous qu'on est différents. C'est quand même assez fascinant. J'ai eu du monde derrière moi quand je parlais de ça avec la spiritualité, ils sont comme j'avais pas vu que j'étais là-dedans. C'est quand je vais avoir fait telle formation ou telle retraite, puis là, je vais faire l'autre d'après, puis c'est là, après celle-là, que je vais me sentir bien. Tu te sens bien. Là, je suis comme le fameux, tu sais, enjoy the ride. Exactement. Exemple, en athlète, comme les athlètes, quand tu fais du ski, là, tu vas avoir du plaisir pendant que tu descends, que tu finisses premier ou que tu finisses 27e. C'est la ride qui est le fun. C'est comme, je vais avoir mon globe de cristal, OK? Puis rendu là, tu vas faire. Ça va clore avec ton globe de cristal. C'est-tu là que tu vas être heureux puis tu vas arrêter? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait, enjoy the ride, c'est ça qui est important. Puis justement, de ce qu'on accomplit. Tu sais, moi, à chaque rencontre que j'ai pour justement le développement du congrès, à chaque fois, c'est un moment de hey, c'est le fun, je suis en train de créer quelque chose, c'est ce que je crée, puis ce que ça va être à la fin, ben ça va être ce que ça va être, mais bottom line, tant que je suis en création, je suis heureux, puis je suis content, puis oui, évidemment, j'espère que ça va être un succès, puis parce que après ça, ça va permettre de passer au prochain niveau, de continuer à créer à plus grande échelle, tu sais, au bout de la ligne, c'est ça l'objectif, mais c'est effectivement, on a tendance à. Puis on se le fait dire, on a fait c'est quoi ton objectif? Il faut que ce soit précis. Faut que ce soit. Puis moi, j'ai toujours été un peu comme.
Moi, je mais suis j'ai pas. jamais c'est ça. J'ai toujours un peu de misère. Ouais, mais mettons, ça peut-tu comme juste être varié dans le temps? Parce que l'humain varie, puis les choses varient. Fait que puis je comprends qu'il faut que tu aies un objectif, Ouais, comme ouais, pour avoir des actions qui vont en ce sens. Bottom line, c'est des actions qui sont importantes. Le résultat est OK, exactement. mais parfait. Tu mets des actions pour arriver à un résultat, mais je pense que si le résultat est trop précis, ben maintenant, c'est plus une mission, tant qu'à moi, qu'il faut acquérir l'objectif. C'est Ouais, quoi ta mission dans la vie? C'est de faire ça. Parfait. C'est quoi les actions qu'il faut que tu y fasses? C'est ça. Parfait. Puis après ça, le end point, ben, il n'y en a pas. ouais, exactement. Tu sais, c'est quoi ton objectif cette année? OK, c'est mettons d'avoir changé 100 vies. OK, super. Fait que là, tu arrives à 100 vies, tu es tout content. Moi, mon objectif, c'était 1000 vies, qui était complètement fou. Je me suis rendu à 250. Mais j'ai joué une game complètement démesurée qui fait aucun sens pour la majorité des gens. Je suis loin de l'avoir atteint, mais j'ai dépassé tout le monde parce que je visais là-bas. Tout le monde visait juste ici. Mais je ne suis pas attaché à mon résultat. Ça, c'est la plus C'est grande ça. différence. Les C'est gens la sont différence. attachés au résultat. Moi, je planifie mon année, il y a tellement d'affaires. Mon livre devait sortir au mois de mars, il est sorti en octobre. C'est comme, OK. Je n'ai pas vendu autant, je pensais, cette année parce que ça est arrivé. Puis, mais j'ai appris. Hein, je dis comment, ouais, c'est à cause de ça. Puis j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Puis, nanana, puis j'ai Pas grandi attaché au au travers résultat. de ça. Ouais. L'expérience du chemin versus la destination. Si on n'a pas la destination, c'est dommage. Ouais. Comme je dis, c'est comme quand tu pars, tu veux savoir où tu vas. Je veux m'en aller en Europe, je veux m'en aller en Exactement. Europe. Tout à Parfait. Fait que fait. tu sais qu'il faut que tu traverses l'océan par quelque part, mais enjoy the ride parce que il va y avoir des orages, il va y avoir des si, tu sais. Mhm. Ouais. Puis ça fait des belles découvertes au bout de la ligne. Si on considère ceux qui ont découvert l'Amérique, ben, ceux qui ont découvert l'Amérique. Ouais, Ceux qui ont traversé, là, qui ouais, disent ouais, qu'ils l'ont découvert, elle existait déjà, il y a déjà du monde ici, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais. ils ne voulaient pas aller à la même place. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas. Ils ne sont pas arrivés où ils pensaient arriver. Là. Ils sont arrivés ailleurs, mais ils ont créé quelque chose quand même de génial. Fait que Ouais. j'aime cet aspect-là. Fait que Fait- recherchons le bonheur, soyons ouais. dans l'appréciation du chemin qu'on est en train de créer. Euh, puis quoi d'autre tu dirais, si tu avais on s'en va justement en 2025, Ouais. s'il y a trois choses que tu dirais à tous les gens qui vont nous écouter, hey, en 2025, là, Fait que pense à des niveaux que tu n'as jamais pensé, soit démesurables. Tout le monde va te dire non, ça ne fait pas de sens. C'est que tu es à la bonne place. Va dans des endroits où ça fait mal, que tu ne veux pas aller. Tu vas grandir plus que jamais. Hein. Ces endroits, c'est les pardons, c'est ces endroits-là qui sont douloureux normalement, que tu ne veux pas revoir, des choses comme ça. Et amène beaucoup d'empathie face à toi-même dans tout ça. Parce qu'au bout de la ligne, la vie, c'est quoi? C'est un jeu. Fait que plus que tu comprends cette partie de la vie, pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. Là. Fait que c'est nous qui met beaucoup de sens, beaucoup de signification dans un monde dualistique. Mais en réalité, pas grave. Là. Si tu meurs demain, bon, tu auras appris ce que tu as appris, puis c'est tout. Si tu meurs dans 50 ans, ben, tu auras appris plus, puis c'est pas grave. Mais c'est ben là. Tu vois, comme au Mexique, il n'y a pas vraiment l'Halloween. C'est la journée des morts. ouais, Ils vont dans les cimetières, ils vont célébrer. C'est une la autre mort. réalité. Comme le film Okay. Coco. Ouais, exactement. C'est le film Coco, exactement. Il est quand même bien caricaturé face à la Ouais, réalité ici. ouais. Mais on célèbre la vie comme on célèbre la mort. C'est beaucoup ce que mon père parle dans son livre. C'est une question de vie et de mort. C'est qu'on voit les choses tellement dramatiques. La mort, c'est juste une autre étape. C'est tout. Fait que on met tellement de jugement, tellement de signification qu'on reste pris. Hein, le jugement des autres, le ci, de ça, tout ce qu'on a parlé. Hey, relax. C'est comme enjoy the ride. Là, c'est comme, je sais pas comment te traduire, ça ne vient pas, là, mais c'est comme, fais juste avoir du plaisir, peu importe ce qui arrive. Puis, c'était été une des questions quand j'ai posé, quand j'étais au Népal avec un des Rinpoché. J'ai dit, si tu avais un conseil pour le bonheur, ce serait quoi? Sois juste content, peu importe ce qui arrive. C'est pas grave, la vie. Tu vas avoir tellement de bonheur dans ta vie si tu vis comme ça. Puis il y en a des grandes personnes qu'on a connues qui étaient comme ça, un peu Patch Adams, c'est comme, on va faire rire, puis c'est comme la vie, puis
l'impact qu'il a eu dans le monde. Tu sais. Mais tout le monde disait c'est un fou, puis si tu as vu son film, tu sais, tout le monde le traitait de quel genre de médecin que c'est, mais il a tellement fait du bien. Puis il s'en foutait de ce que les gens pensaient de lui. Tu sais. Fait que, tu sais, il y en a des gens comme ça qui sont allés au-delà, que juste comme, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parfait. J'aime ça. J'aime ça. Repousser ses frontières. Ouais. Puis c'est pas grave. Ouais. J'aime beaucoup, ces conseils-là. Je pense que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais. Tu sais, J'ai déjà une facilité c'est pas grave. la Mais vie va tout le temps t'envoyer ce que tu as de besoin. Ça fait mal des fois, mais c'est pas grave. Dis-toi, c'est tout le temps pour ton bien-être. Mais tu n'es pas capable de le voir. Le cancer en cadeau, c'est pour ton bien-être. Tu n'as juste pas écouté. Ça fait des années que tu n'écoutes pas. Fais assez mal, l'écoute. Là. Tu sais, ça le dit, hein? Il y a plein de maladies qui ont été guéries instantanément. Les gens ont changé leur réalité, puis c'est arrivé. Il y a peut-être quelque chose qu'il y avait à comprendre là. Tu sais. C'est pour ça que j'adore son titre là, de Sophie. Ouais. C'est comme le titre pour moi qui est frappant. Mais Ouais. c'est une réalité. Puis les études sont toutes là pour le démontrer. Tu sais. C'est pour ça. Effectivement. Puis, mais maintenant, essayons de ne pas être obligé de se rendre là, finalement, pour faire les changements puis de profiter du cadeau qu'est la vie, finalement, avant d'avoir à être sur le bord de la perte pour vraiment profiter. Écoute, Philippe, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton temps. Comment on fait, là? Moi, je veux trouver le bonheur. Comment je fais pour connecter avec toi, Philippe? Ouais. Si tu vas sur vitaquantum.com, j'ai toutes les infos sur les différentes choses que j'ai. J'ai le livre La vie repensée que tu retrouves partout au Québec, dans toutes les librairies, en Europe, ces choses-là sur Amazon, partout dans le monde. Actuellement, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais jusqu'à 30 % de rabais sur les gens qui achètent mon livre à la boutique. Si les gens veulent en donner en cadeau, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que donner à Noël du bonheur. Et donc, ce livre-là peut faire, au lieu de donner des choses des fois qui ne servent pas à grand-chose dans des échanges de cadeaux ou dans des cadeaux, combien de cadeaux qu'on reçoit qu'on est comme « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Mais au moins du bonheur, je pense que c'est important à partager. Et donc, suivez-moi sur Instagram, Facebook, c'est là que je suis présent actuellement. Et donc, vous pouvez venir dans Quantum Revolution, qui est un groupe privé gratuit. N'importe qui peut y rentrer. On est là pour échanger. Je fais un live par semaine. Je réponds à vos questions. On est là pour amener plus de bonheur dans notre société. Puis je pense qu'on en a plus que jamais de besoin. Donc, oui, absolument. On en a plus que jamais besoin. Puis de créer justement ces communautés-là. Moi, j'invite tous les gens à aller participer parce qu'on a ce besoin-là de connecter avec des gens qui ont la même vision que nous. Puis il ne faut pas attendre que ça vienne à nous. Il faut aller vers ça. Fait que tu as une initiative qui permet de faire ça. Fait que merci beaucoup encore une fois, Philippe, de ton merveilleux parcours. Je te souhaite un parcours, encore une fois, sans limite. Hein? Un parcours sans limite, sans frontières. Dans le but d'aider les gens à trouver le bonheur. Puis je pense qu'on a la possibilité de changer ensemble pour retrouver cet aspect que l'humain est capable d'être heureux, l'humain se mérite d'être heureux. Puis on a tous la capacité de l'être. Fait que invite les gens à te suivre. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce beau moment-là. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à partager en grand nombre et à vous joindre à nous pour le Congrès de la santé intégrative qui aura lieu les 31 janvier et 1er février 2025 pour créer de la santé au Québec avec la bonne éducation et les bonnes connexions. On peut y arriver ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.